Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit podcast audio sur le livre 9 histoires de Quimbois. Je vais vous lire l'avant-propos et ensuite on va embrayer sur les histoires. La première histoire s'appelle Le cheval à trois pattes, la deuxième c'est le Golgotha, la troisième c'est L'infortuné fortuné, ensuite il y a Piège pour un homme, la Guiablesse, la femme à cornes, le loup-garou, Mort d'un quimboiseur et le cimetière. Et je vous lirai, pour terminer, la postface de Gilbert Gratian. Donc cet ouvrage, il a été écrit par Herman Perronnette en 1980 et c'est un ouvrage sur la sorcellerie aux Antilles. C'est des faits réels de sorcellerie vécue aux Antilles. En espérant que cela vous intéresse, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous avez bien aimé la lecture, n'hésitez pas aussi à donner vos critiques, c'est très important. Avant-propos. Qu'on le veuille ou non, considéré sous tous les angles, le quimbois fait intégralement partie du folklore martiniquais. Le mot lui-même serait apparemment récent, puisqu'on l'attribue généralement à la fameuse injonction tiens-bois qu'utilisait le père Labat quand il tendait à un esclave de sa congrégation une médecine, une préparation médicinale destinée à combattre une maladie. Toutefois, au hasard d'un congrès d'éducation sanitaire, Madrid 1955, j'ai pu observer le comportement, pour le moins excentrique, d'un Africain clair de peau, finement taillé, qui s'imposait à mon attention. Excédé par son attitude, je dis à voix basse: Mais qu'a-t-il ce jeune homme? Il est ivre ou dingue? En fait, j'interrogeai ma fille qui m'accompagnait, et c'est alors que notre voisin de table, un Africain très distingué qui était professeur de pharmacodynamie à l'université de Dakar, avec lequel nous sympathisions, me dit: Il n'est pas ivre, il est musulman. Ce n'est probablement que son quimboa qui le taquine. Je sollicitai une explication et j'obtins celle-ci. Quelque part en Centrafrique, dont ce jeune homme serait originaire, vu son type, certaines ethnies tribales font consacrer les jeunes enfants à un esprit par le sorcier de la tribu à un moment de leur vie. Et quand le comportement de l'enfant consacré ne concorde pas avec les desiderata de son esprit, il en résulte quelques problèmes qui se traduisent par des manières de faire ou d'agir plus ou moins incohérentes. Ce terme de quimbois, plus proche de la déformation du tiens-bois du religieux, dans le mot quimbois m'est resté à l'esprit. J'ai essayé d'avoir confirmation de l'origine de Quimbois, mais je dois convenir que mes fréquentations africaines plus que modestes, il est vrai, ne m'ont pas permis d'objectiver mon opinion. Je la livre dans son état actuel, encore que les pratiques magiques de notre Quimbois et ses références à des esprits m'inclinent à penser qu'au cours de leur chasse aux esclaves, dont a été victime l'Afrique au temps du commerce du bois d'ébène, des sorciers ont pu faire les frais d'enlèvement et que par eux la consécration d'enfants à un esprit a pu se répandre plus ou moins, et certainement dans la clandestinité dans les sociétés d'esclaves, d'où la survivance des croyances aux esprits. Quoi qu'il en soit, tiens-bois ou quimbois, on trouve dans les pratiques magiques du quimbois trois influences prépondérantes. D'abord, une influence amérindienne, arawak ou caraïbe, qui demeure dans la pratique moderne des bains des marais, purification du corps par l'eau douce ou salée, et des parfumages, purification des lieux par l'initiation de résines ou de plantes résineuses, et aussi certaines intoxications par alcaloïdes ou protéines dégradées, sève de plantes, déjection animale. Ensuite, une influence européenne qui se manifeste par les pratiques d'envoûtement, de voyance, boules de cristal, verre ballon d'eau pure, marre de café, etc. Sommeil plus ou moins provoqué, de sorts jetés, de protection par certains saints qui sont encore en vigueur dans certaines campagnes françaises et qu'objectivent le grand Albert du Moyen Âge, le petit Albert plus récent et d'autres ouvrages européens. Les invocations aux esprits du mal, de Belzébuth, de Lucifer, de Ramaton ont été découverts encore récemment lors de perquisitions chez des quimboiseurs ou leurs apprentis. Enfin, une influence africaine, certaines objectivées par des croyances animistes, transformation d'individus en certaines bêtes, à cornes, rats, chauves-souris, etc., aux animaux voyés qui peuvent être dirigés vers tel ou tel individu. Toutes ces superstitions, ces croyances, ces pratiques maléfiques ou bénéfiques forment aujourd'hui un véritable cocktail à l'image de l'individu antillais, issu de races multiples et qui garde les stigmates de ces races tant du point de vue physique que du point de vue psychique et mental, ce dont on peut avoir les preuves dans les thèses inspirées par les psychiatres de Colson et les ethnopsychologues intéressés par le melting pot caribéen. Croyez-vous ou non aux méfaits du quimbois? Cette question m'a été posée des dizaines et des dizaines de fois au cours de ma carrière et j'ai toujours eu envie d'y répondre. J'y crois sans y croire tout en y croyant. Cette réponse ne satisfait personne, mais comment dire autrement? Le quimbois est une épée à deux lames.
dont l'une s'attaque au psychisme de l'individu et l'autre à son organisme, autrement dit à ses facultés de saisir, de comprendre et de réagir à une agression mentale, d'une part, et d'autre part, à ses moyens de résister, de contrôler et de se défendre contre une agression organique. La psychosomatique est bien connue et ne peut être niée du médecin qui, professionnellement, chez tout malade, doit s'appliquer à soigner en même temps le corps et l'esprit, le corps par des médicaments et l'esprit par la confiance qu'il doit s'efforcer d'inspirer au sujet. Ces notions classiques n'échappent et n'ont jamais échappé à ceux que l'on a dénommés quimboiseurs, qu'ils soient guérisseurs ou maléficieux. Il est vrai que beaucoup d'entre eux sont ambivalents, ce qui ne simplifie rien. Il y a lieu de faire observer ici qu'une majorité impressionnante de ces quimboiseurs travaillent avec des rabatteurs conscients ou non, et chaque fois qu'un client vient à eux, ils commencent par l'interroger avec méfiance sur les origines de leur choix. Ce n'est pas qu'ils craignent quoi que ce soit de la loi, puisqu'aujourd'hui, ils paraissent organisés et ont pignon sur rue. Ils veulent, et cela se comprend, étudier leur futur sujet, se renseigner sur lui tant au point de vue psychologique qu'économique, car la réussite est souvent au bout de leur enquête, et le secret est pour eux l'armure indispensable à leur sécurité, une armure qu'ils savent soigneusement entretenir et renforcer, car l'échec ou le succès dépend de la qualité de ce secret. C'est ainsi qu'un Latcha, à ses premières armes, s'est fait piéger dans le cimetière de Sainte-Luce, tandis qu'un connaisseur, un vaillant, a pu envoyer 3 hommes à la mort, sensiblement à la même heure, mais à 3 endroits différents, et, qu'en dépit de la connaissance des causes de ces 3 décès et d'un échec partiel, les corps n'auraient pas dû être retrouvés pour exploration valable, il n'a pas pu être inquiété ni même raisonnablement soupçonné. Toutefois, la pratique du quimbois en dehors de fautes souvent fatales aux pratiquants n'est pas de tout repos. Le métier de quimboiseur exige une attention de tous les instants, une tension psychologique qui finit par user et conduit souvent à de regrettables dépressions qui n'ont comme havre que l'hôpital psychiatrique ou le suicide. J'ai pu en constater 2 exemples. Le premier, c'est au quartier Lézard d'Agro-Morne. Une vieille femme aurait péri il y a près de 20 ans dans sa modeste case très isolée qui avait brûlé. Elle avait près de 80 ans, aurait été mère de 8 enfants et grand-mère d'une vingtaine de petits-enfants, mais elle vivait seule entourée d'objets de piété, sans le moindre contact avec le voisinage. Fait anormal dans notre île. Je n'ai retrouvé d'elle qu'une demi-hanche droite à peine identifiable et naturellement un squelette calciné qui ne se prêtait à aucune investigation. Le chef de brigade de gendarmerie, en dépit de tous ses efforts, n'a pu recueillir aucun témoignage sur les lieux. Personne n'avait vu flamber cette case où avait été pratiquement calcinée cette vieille dame. J'ai demandé à la gendarmerie de solliciter l'avis des services d'incendie et le jeune lieutenant, très capable, qui a été chargé de l'enquête, a fini par découvrir après de laborieuses recherches dans les cendres passées au tamis 2 ou 3 dents, quelques objets métalliques représentant, après reconstitution approximative, un pentagramme non identifiable, une sorte d'étoile de Salomon et les 2 tiers illisibles d'un livre de messe ou d'une Bible reliés sur peau, alors que la supposée propriétaire était censée ne pas savoir lire. La thèse d'un accident a finalement été adoptée, mais ni les autorités, ni les services d'incendie, ni moi-même n'ont pu l'accepter en toute sérénité. Une simple flambée de bois blanc qui n'avait attiré l'attention de personne n'aurait pu détruire à ce point le corps, même d'une vieille dame, si elle ne s'était pas prêtée à l'opération. Ce n'était pas prouvable, mais nous avions un doute en faveur d'un suicide par le feu. Avec le temps, des langues se délièrent et par recoupement, le chef de brigade Horst acquit la conviction que le sujet qui n'avait pu être légalement identifié, du fait de l'absence de pièces d'identité ou de notoriété, n'était connu dans son quartier que sous des noms de fortune et se livrait à des pratiques de quimbois, mais seulement pour des gens inconnus de son voisinage et même du Gros Morne. Je sais que les mauvaises langues sont légères, mais... Le deuxième exemple est celui du fameux Grand-Ongle, des Terre-Saint-Ville, qui s'était pendu et dont j'avais pratiqué l'autopsie. L'enquête régulière avait conclu à un suicide en cours de dépression et la police judiciaire avait découvert que ce notoire quimboiseur qui s'était, paraît-il, vanté d'avoir fait disparaître 323 personnes était devenu le factotum de M. l'abbé Lavigne dont il fréquentait assidûment les offices. Il avait encore communié le matin de sa mort et s'était suicidé en rentrant de la messe. Il n'avait pu trouver la paix dans la religion, ses victimes s'opposaient au salut de son âme, murmurait-on, et Grand-Ongle, qui était riche, vivait lui aussi en solitaire. En fait, l'Antillais, de par la multiplicité de ses origines ethniques, est, dans une certaine majorité, très sensible au merveilleux, à tout ce qui ne s'oppose pas d'emblée à sa raison. De ce fait, nombreux sont ceux de nos compatriotes qui sont superstitieux et de par cela même vulnérables au quimbois. Je ne veux, quant à cette opinion, que l'émotion soulevée très récemment, janvier 1980, par la découverte au petit jour d'un cercueil de 30 cm, peint en rouge, cloué, déposé au bas des marches du Calvaire au carrefour de la Croix-Mission de la ville du Lamentin. Ce cercueil miniature, personne n'avait osé y toucher.
La police devait y découvrir 3 petites poupées brunes transpercées chacune par un clou de maréchal Ferrand. Sur le couvercle dudit cercueil, le cadavre d'un petit chat noir était fixé au fil rouge. Pratique magique, maléfique ou d'avertissement, je ne sais. La majorité de ceux que j'ai pu interroger penchent pour la première interprétation, mais une minorité non négligeable serait pour la deuxième. Où peut se trouver la vérité? Quoi qu'il en soit, un fait est à retenir. Le quimbois est omniprésent en cette fin du XXe siècle dans la bonne ville du Lamentin, 972-32, ville de 22 à 25 000 habitants, ville de progrès semble-t-il, à en juger par sa motorisation. Les histoires qui font l'objet de cet ouvrage ont à mes yeux un mérite, celui d'avoir été vécues par moi. Elles relatent les faits aussi objectivement qu'il m'était possible de le faire, sans la moindre intention d'influencer le lecteur quant aux conclusions que son intelligence et sa raison lui permettront d'en tirer. Herman Perronnette, 31 janvier 1980.